bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour d'Espagne 2025. Après le Tour de France, c'est le troisième grand tour de la saison, c'est-à-dire la Vuelta. On va regarder le parcours complet, on va analyser les étapes aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'on suivra en intégralité le Tour d'Espagne 2025 sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, avec un format présentation d'étapes et résumé de chacune des étapes. Le format qu'on a fait pour le Tour d'Italie et pour le Tour de France. Peut-être que certains d'entre vous étaient parmi nous pour suivre ces deux grosses compétitions déjà qui ont eu lieu dans la saison cyclisme. 90e édition de la Vuelta 2025, un départ inédit pour la première fois en Italie et ensuite un parcours qui sera vraiment centré sur le nord de l'Espagne. Regardez le sud totalement délaissé, peut-être du fait des températures qui sont particulièrement élevées dans la saison au sud de l'Espagne. Toute la Costa Brava sera aussi délaissée. C'est vraiment un profil qui va se concentrer sur l'Italie, un peu en France, on va le voir, en Andorre et le nord de l'Espagne, que ça soit nord-ouest ou nord-est. Et le plus au sud, ça sera Madrid, hein, ouais, vraiment le sud vraiment délaissé pour ce tracé 2025, assez inhabituel quand même. Première étape, ça sera entre Turin et Novara, en Italie, donc départ inédit, qui devrait être normalement pour les sprinteurs au terme de 186 km au programme. Et les premiers points de la montagne seront attribués à la Sierra en troisième catégorie, un sprint bonus. Et donc un premier maillot rouge, l'équivalent du maillot jaune, qui devrait être pour un sprinter normalement. La Vuelta, c'est un profil atypique, c'est pour ça que dès la deuxième étape, on attaquera la montagne avec une ascension finale. Première explication entre les favoris, entre la ville d'Alba et Limone-Piemonto. Ouais, la Vuelta, c'est un profil atypique, on l'a dit. On va utiliser ce site-là qui est plutôt pas mal, fait par le West France, qui propose une petite analyse. Donc on l'a dit, première étape, Turin-Novare pour les sprinteurs, avec une seule difficulté. Deuxième étape, première arrivée au sommet dès la deuxième étape et première explication entre les favoris. Troisième étape, dernier jour dans le Piémont. La troisième étape entre San Maurizio, Canavese et Ceres ramène un peu l'équilibre avec un parcours hybride ouvert à différents profils. Peut-être pour les punchers, les baroudeurs, peut-être une échappée qui ira au bout. Quatrième étape, alors là on va passer de l'Italie à la France et c'est vrai qu'on va quand même passer par des cols assez mythiques, le Lautare et Montgenèvre. Ces sommets sont situés quand même loin de l'arrivée, ce qui laisse le temps au décroché de se refaire pour jouer la gagne. Peut-être un sprint ou peut-être une échappée pour ce profil-là. Cinquième étape, Figueres. Et bah, c'est une discipline qui a été mise de côté cette année sur le Giro, le Tour de France. Mais c'est bel et bien un contre-la-montre par équipe, qui est une discipline à part entière, qui sera mise à l'honneur entre Figueres et Figueres au terme de 24 km au programme. Sixième étape, Olot-Pal, 170 km. Le peloton de la Vuelta va renouer avec la montagne à l'occasion de la sixième étape avec un enchaînement de cols vers Pal. Et ça sera en Andorre pour certaines parties. On aura quand même un bel enchaînement de difficultés, le Collado del Tozes, l'Alto la Comella et l'arrivée à Andorre, une arrivée qu'on a l'habitude de suivre sur la Vuelta. Septième étape, Andorre-la-Vieille, Huesca-la Maggia. Pas de repos le lendemain avec encore de la montagne entre Odor, la Vieille et Huesca. Donc là on arrive au terme donc, de la septième étape. Qu'on suive un petit peu comme ça. Donc le départ ça sera le samedi, donc ça c'est habituel. C'est vrai que la première semaine il n'y a pas de journée de repos. Donc voilà. On voit bien les profils aussi là-dessus, c'est assez agréable. Donc là, on en est là. La huitième étape qu'on se retrouve un petit peu, ouais, c'est le deuxième week-end déjà. Et là, on aura les sprinters pour la première fois depuis le départ. Donc là, il faudra attendre longtemps pour les sprinters. Les sprinters vont avoir le droit à la parole sur la huitième étape vers Saragosse. Saragossa. Neuvième étape, Alfaro Valdescaray, retour aux choses sérieuses sur la neuvième étape vers la station de ski de Valdescaray. Une ascension sèche au final, c'est souvent ce qu'on a à faire sur la Vuelta. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours un enchaînement de cols comme on peut avoir sur le Tour de France, mais des fois une ascension juste finale pour se jouer la bataille. C'est ce qui fait le charme de la Vuelta. Dixième étape, par naturel de Santa Viva El Faria à l'Arabelaga. Comme la veille, la Vuelta propose l'une de ses fameuses étapes Unipuerto, un seul col avec une seule difficulté située en fin d'étape. 11e étape, un parcours punchy près de Bilbao, un profil qui pourrait correspondre à des Marc Hirschi, Julien Alaphilippe, même s'il ne tourne pas forcément bien en ce moment. C'est un peu les étapes qui représentaient les années 2019-2020 qui étaient très à la cote. 11e étape autour de Bilbao va proposer un parcours taillé pour les punchers. Ces routes-là qui ont été empruntées lors de la première étape du Tour il y a 2 ans en 2023.
C'est vrai qu'on voit pas forcément avec cette présentation là les journées de repos, mais entre l'étape 9 et l'étape 10, il y a bel et bien une journée de repos le premier lundi, hein. Voilà. 12e étape, Larado Los Carroles de Buena. Ça va mettre les sprinteurs hors jeu pour la victoire avec ses ascensions au début et en fin d'étape. 13e étape, Cabezón del San Langliru, équivalent espagnol de l'Alpe d'Huez ou de la montée de zone collale italienne. Langliru, la montée star de l'autre côté des Pyrénées. Elle sera évidemment au programme de cette Vuelta 2025. Montée très dure avec des pentes très difficiles. 14e étape, grosse étape de montagne entre Avilés et l'Alto de la Farapona. Il y aura le Liorescensu et la Farapona qui est mythique aussi, où Ren Teramae avait triomphé en 2011. 15e étape pour les sprinteurs, notamment cette étape là où les punchers baroudeurs. 16e étape, Pueos Castro de Herville, les punchers baroudeurs auront une belle occasion à saisir vers Castro de Herville. 17e étape, nouvelle étape de haute montagne sur les hauteurs de Ponferrada avec l'arrivée au sommet, on va y arriver, à l'Alto del Morredero. 18e étape, deuxième contre-la-montre, mais premier contre-la-montre individuel. Le premier est collectif, je vous rappelle, par équipe. Cette 18e étape devrait permettre d'y voir plus clair en troisième semaine de Tour d'Espagne. 19e étape, le calme avant la tempête. Une nouvelle opportunité pour les sprinteurs entre Rueda et Guigello. Et 20e étape, l'arrivée au sommet de la Bola del Mundo sur les hauteurs de Madrid promet un feu d'artifice, d'autant qu'un double passage est prévu avec la portion d'Anstès de la Bola del Mundo pour finir. Un bel enchaînement de cols, avant-dernière étape et spectaculaire étape avant la traditionnelle arrivée à Madrid, toute plate pour les sprinteurs et aussi une façon de célébrer les 3 semaines de course pour les coureurs qui auront la chance de voir Madrid. C'est jamais donné sur un grand tour au terme de 3 semaines. Il faut éviter les chutes, les soucis mécaniques, tout ça, et surtout éviter les chutes, les abandons et les virus, les maladies sur 3 semaines de course. On commence déjà à avoir quelques idées de la start list. Alors tout ça peut évoluer, hein. On peut avoir des chutes avant ces courses-là, des virus et tout pour les coureurs qui sont quand même assez fragiles. On annonce Carapaz en tant que leader pour la Education Easy Post. Là, Alpecin avec Quinter Hermans et Ribogos. On aura l'occasion d'en reparler, hein. Tout ça va se mettre à jour. La XDS avec Harod Lopez, Lorenzo Fortunato, Woodpulse, Tiberi en tant que leader pour la Bahreïn. On va parler surtout des gros leaders. David Gaudu pour la FDJ, Egan Bernal pour la Ineos, Henrik Mas pour la Movistar, après son Tour de France raté, Nero Quintana, Théo Gegenhardt, Giulio Ciccone, Mats Pedersen pour la Lidl Trek, Mats Pedersen qui a fait un très beau Giro, qui a pris une bonne pause, Miguel Landa, son retour après sa chute sur le Giro pour la Soudal Quick Step, Alexander Vlasov, Giulio Pellizzari, qui avait fait de belles impressions sur les routes italiennes, Jane Lay, Max Poul, Eddie Dunbar, Attila Walter, Jorgensen, Vingegaard, Kuss sont attendus sur les routes de la Vuelta. Cette année, normalement, Poggi est attendu sur la Vuelta. Ça, c'est un sacré chamboulement avec Jan Christen, Joao Almeida. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Derek G pour la Israël. Marco Frigo, David de la Cruz, Thomas Pidcock pour la Q36.5. Donc voilà, on commence à voir les premiers coureurs, encore quelques incertitudes. Mais voilà, au niveau des favoris, on attend quand même Vingegaard, Pogacar. Si Pogacar est là, est-ce que sur un parcours comme la Vuelta, il va survoler ses adversaires comme il l'a fait sur le Tour de France? C'est la question. On va voir, c'est un profil atypique, c'est un autre grand tour. Et Pogacar n'a toujours pas gagné la Vuelta, il a gagné le Giro et le Tour de France, mais pas encore la Vuelta. Et même si c'est un tour sur le papier où il y a moins de concurrents, ça reste un tour redoutable avec un parcours atypique, on l'a vu notamment à travers toutes ces étapes. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour présenter la Vuelta sous d'autres formats. Ciao les fratés, portez-vous bien.